OK. Alors, je vais commencer en donnant un bref sommaire des demandes d'asile au Canada. Alors, en général, les personnes qui viennent au Canada puis veulent faire une demande d'asile, ça rentre dans la section 96 et 97 de la loi sur l'immigration. Et souvent, ces deux sections, 96, c'est les réfugiés, 97, c'est les personnes protégées. Alors, c'est une loi très spécifique. Ces personnes doivent être considérées comme un réfugié. Alors, l'audience de la demande d'asile, c'est pour déterminer s'ils rentrent à les exigences, s'ils sont des réfugiés ou des personnes protégées. Alors, pour être considéré comme un réfugié, vous devrez être persécuté dans votre pays d'origine à cause d'un des 5 motifs de base. Il y a la race, nationalité, groupe social particulier, opinion politique et religion. Okay? En la section de groupe social particulier, ça comprend les femmes. Okay? Souvent, les demandeurs d'asile qui viennent des pays puis sont persécutés à cause de leur genre, leur sexe, ils se rendent dans cette section de la loi. 97, c'est un peu plus général. Cette section de la loi parle des personnes qui sont persécutées puis se font face à la persécution, une menace à leur vie. Alors, ça ne doit pas rentrer dans un des 5 motifs ou les 5 bases de faire une demande d'asile, mais il faut montrer que vous, personnellement, vous êtes visé. Vous allez être persécuté. Alors, ce n'est pas la discrimination. Il faut porter attention. Si c'est juste la discrimination, ce n'est pas assez. Ça doit être la persécution. C'est un terme juridique assez élevé. C'est très difficile d'être considéré comme une personne persécutée. Puis si c'est la discrimination, ça doit être aussi élevé pour rentrer dans la définition de persécution. Alors, ça veut dire que la discrimination doit être assez consistante, assez courant, puis assez sévère. Okay? Alors, pas tout le monde peut faire une demande d'asile au Canada. En fait, la plupart des personnes, c'est très limité. Puis, on ne peut pas conseiller les personnes à faire une demande d'asile au Canada. Ils doivent venir ici avec l'intention de le faire. Souvent, des fois, les personnes voient qu'il y a quelqu'un qui arrive puis dit que je veux faire une demande d'asile. Mais à cause de quoi? Il faut leur demander les questions. Tu ne peux pas leur suggérer à faire une demande d'asile, ça c'est contre la loi. La loi sur l'immigration, puis la loi criminelle dit vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un à faire une demande d'asile au Canada, c'est eux qui doivent le soulever à vous. Okay? Puis, c'est une très difficile façon d'obtenir le statut ici au Canada. Maintenant, le taux de réussite à Toronto, c'est 33% des personnes, des demandeurs d'asile sont acceptés, seulement. Alors, avec le nouveau système, il y avait une diminution des nombres de personnes qui sont acceptées, puis c'est pas élevé du tout. Il faut envoyer les demandeurs d'asile ou les personnes qui veulent avoir le statut ici au Canada pour parler à un avocat, parce que souvent, des fois, il y a d'autres options qui sont meilleures que faire une demande d'asile. Par exemple, il y a l'expérience canadienne, il y a travailleurs qualifiés, il y a d'autres options qui sont mieux qu'une demande d'asile parce que le taux de réussite, c'est si difficile à réussir là, alors c'est mieux des fois de faire une autre option d'immigration. Mais si vous avez un demandeur d'asile devant vous qui décrit une situation où ils sont persécutés en leur pays d'origine, en particulier les femmes qui sont des victimes de violences dans leur pays d'origine, vous pouvez leur envoyer chez un avocat pour parler ou discuter leur choix. Mais il faut être conscient des délais qui sont changés dans le nouveau système. Alors maintenant, je vais passer à les changements dans le système. OK. Alors, les délais sont changés beaucoup. Dans le passé, c'était possible de venir ici au Canada. Vous faites votre demande d'asile, vous avez 28 jours pour déposer votre formulaire de renseignement personnel qui décrit le fondement de votre demande d'asile. Après, ça peut prendre à peu près 1 an à 2 ans pour avoir une audience. Maintenant, vous faites votre demande d'asile. Si vous le faites à la porte d'entrée, vous avez 15 jours seulement pour déposer votre formulaire de fondement de la demande d'asile. Okay? Ce n'est pas beaucoup de temps du tout.
Souvent, on voit à notre clinique, en particulier les femmes qui ont manqué la date limite parce qu'ils n'ont pas trouvé un avocat à temps, ils ont des enfants qui sont malades, ils sont vulnérables, puis ils ne savaient pas les dates limites parce qu'ils avaient des problèmes à comprendre qu'il fallait le déposer à temps. Puis à ce moment, ça passe à une audience de désistement, puis peut possiblement perdre leur statut de demandeur d'asile durant cette audience. Alors, c'est très, très important de respecter les délais. Les personnes qui font leur demande d'asile à l'intérieur du Canada, ils ont beaucoup plus de temps. Bien sûr qu'à l'audience de la demande d'asile, ils regardent, ils voient le délai de faire une demande d'asile, ils le jugent un peu, mais c'est assez important de prendre le temps pour préparer les formulaires, de bien préparer les formulaires. Moi, je dirais normalement, on prend quelques semaines. On peut prendre un mois maximum, pas beaucoup de temps pour préparer le formulaire pour les personnes qui font la demande d'asile à l'intérieur. Parce qu'eux, ils doivent aller à l'immigration avec tout leur formulaire prêt. Alors, ça veut dire le formulaire de la fondement de la demande d'asile. Puis, il y a trois ou quatre autres formulaires qu'il faut compléter, puis aller avec ça à l'immigration. Après ça, ils vont avoir une audience qui est déjà fixée. Au moment qu'ils font leur demande d'asile, une audience va être fixée. Alors, si vous faites votre demande d'asile à la porte d'entrée, votre audience va être fixée en 60 jours. Alors, 10 jours avant l'audience, il faut déposer vos preuves en appui de votre demande d'asile. Alors, ça, c'est pas beaucoup de temps pour chercher des documents. Par exemple, pour chercher des documents d'identité d'Afrique, c'est pas beaucoup de temps du tout. Alors, il faut commencer très vite à aider les gens à rassembler les documents. Pour les personnes qui font leur demande d'asile à l'intérieur, si vous venez pas d'un pays désigné, ça veut dire un pays que le gouvernement désigne comme un pays sûr, où normalement, il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'asile. Vous avez encore 60 jours pour vous préparer pour l'audience. Si vous venez d'un pays désigné et vous faites votre demande d'asile à la porte d'entrée, vous avez seulement 30 jours. Alors, ce n'est pas beaucoup. Par exemple, dans la liste des pays désignés, il y a Hongrie. Alors, beaucoup de femmes roms ou les personnes roms, ils ont seulement 30 jours pour se préparer pour l'audience. Pour les personnes des pays désignés qui font leur demande d'asile à l'intérieur du pays, ils ont 45 jours pour se préparer. Oui, 30 jours à le bureau à l'intérieur, 45 si vous faites à la porte d'entrée. Okay? Alors, c'est des délais très courts. Okay? Pour les pays d'origine désignés, ça, c'est une liste que le gouvernement a créée. Pour dire que les personnes qui viennent de ces pays, normalement, ces pays ne produisent pas des demandeurs d'asile. Mais c'est très discrétionnaire. Il y a souvent des pays qui ont beaucoup de demandeurs d'asile qui viennent de ces pays, comme Hongrie, Mexique, qui sont sur la liste. Okay? Je ne sais pas si le Mexique était ajouté, mais c'est possible qu'ils vont être ajoutés. Hongrie, c'est définitivement sur la liste. Il y a les pays européens aussi, Italie, l'Angleterre, France. Alors, pour ces personnes, ils ont plus de problèmes ici au Canada en faisant une demande d'asile. Okay? Leurs délais sont beaucoup plus limités. S'ils sont rejetés pour leur demande d'asile et décident de faire un appel à la demande d'asile, ils ne vont pas bénéficier d'un sursis de renvoi. Ça veut dire que normalement, les gens qui décident de faire un appel de la décision négative, l'immigration va automatiquement arrêter le renvoi. Mais pour une personne d'un pays désigné, l'immigration ne va pas arrêter le renvoi. Durant le cours de l'appel, l'immigration va essayer de renvoyer la personne. Il y a aussi un type de demande qu'on appelle un examen de risque avant renvoi. Souvent, quand l'immigration essaie de renvoyer les gens, ils vont faire un examen de risque avant renvoi. Alors, les lois par rapport à ça ont changé aussi. Alors, dans le passé, c'était directement avant le renvoi qu'ils donnaient ça à quelqu'un. Puis, durant le temps que cette demande est traitée, il va y avoir un sursis de renvoi, puis l'immigration va examiner s'il y a des risques pour ces personnes qui sont présentées après la demande d'asile a été faite, s'ils sont renvoyés en leur pays.
Mais maintenant, l'immigration a dit qu'il ne peut pas faire une erreur, un examen de risque avant renvoi, pour 1 an après le rejet de la demande d'asile. Pour les personnes qui viennent des pays désignés, c'est 36 mois. Alors, l'intention de l'immigration ici, c'était d'essayer de renvoyer les personnes entre 7 temps. Alors, souvent, les personnes ne vont pas avoir accès à ce genre de demande. Aussi, pour les personnes qui viennent des pays désignés, il y a leur renvoi accéléré. L'immigration, il met une priorité pour ces personnes, puis essaie de leur renvoyer assez vite. Puis, ils ont aussi une couverture minimale pour la santé. Alors, l'assurance médicale, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour ça aussi. C'est devenu beaucoup plus limité. Mais pour les personnes qui viennent des pays désignés, ils ont presque même pas de couverture. Ils n'ont rien. OK? Alors, une fois qu'ils sont rejetés, c'est juste si leur maladie pose un problème à la santé publique. Je voulais juste rajouter un point aussi par rapport aux pays d'origine désignés. On a souvent tendance à croire, en tout cas c'est la présomption de l'immigration, que ce sont des pays où il n'y a pas de ressortissants qui vont venir demander de l'asile ici au Canada. Mais il faut savoir que surtout dans le cas des femmes violentées, on commence à voir beaucoup de femmes qui proviennent de certains pays européens, notamment l'Italie. Elles arrivent ici, puis elles disent qu'elles seront victimes de violences conjugales dans leur pays. Et elle demande à faire une demande d'asile ici au Canada. C'est du cas par cas, évidemment, mais il faut savoir que c'est très, très difficile pour une personne qui provient d'un pays d'origine désignée de faire une demande d'asile au Canada. Déjà à cause du processus accéléré qui pourrait faire en sorte qu'une personne soit renvoyée beaucoup plus rapidement que ce que lui permettait que le séjour que lui permettait de faire... le fait qu'elle vienne d'un pays où elle n'a pas besoin d'un visa. Donc, si elle n'a pas besoin d'un visa, normalement, elle peut faire jusqu'à 6 mois au Canada sans problème. Mais avec le processus accéléré, elle peut être renvoyée plus rapidement. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à la demande d'asile, c'est que pour les pays d'origine désignés, il y a une présomption qu'il y a la protection de l'État. Donc, l'immigration présume que pour ces gens-là, ils devraient avoir la protection de l'État. Donc, les policiers devraient leur donner de la protection s'ils sont victimes de violences conjugales. C'est comme s'ils appliquent en fait la même chose qu'on appliquerait ici. C'est-à-dire qu'au Canada, c'est la même chose. Vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez faire appel à la police, au système judiciaire. Donc, si une personne qui provient de ces pays-là n'a pas fait appel aux policiers, au système judiciaire, c'est sûr que c'est de l'information qui va être utilisée contre elle lors d'une demande d'asile. Et ça va être beaucoup plus difficile de faire passer sa demande d'asile à ce niveau-là. Comme j'ai noté, les délais sont 15 jours pour déposer le formulaire de fondement de la demande d'asile. Souvent, ça n'est pas assez de temps de chercher un avocat. Souvent, ce n'est pas assez de temps pour même bien compléter les formulaires. Nous, à notre clinique, on ne complète pas juste les formulaires, mais on fait aussi un récit de l'histoire du demandeur. Souvent, les avocats en pratique privée aussi font ça aussi. On trouve que c'est assez important de bien expliquer l'histoire du demandeur d'asile. Puis souvent, on écrit un récit très, très détaillé. Ça peut être 5 à 20 pages, ça dépend de leur histoire. Puis on l'ajoute à le formulaire. Puis c'est très important de prendre votre temps avec le demandeur parce que souvent, il ne rappelle pas des dates spécifiques, les faits changent des fois à cause de ce qui est arrivé, mais il faut avoir les corrects détails parce que s'il y a un problème dans le récit, puis il se dit quelque chose de contradictoire à l'audience, ils vont utiliser ça pour miner la crédibilité du demandeur à l'audience. Alors, c'est bien important de bien compléter tous ces formulaires puis écrire un récit assez détaillé qui explique l'histoire du demandeur d'asile. Azadeh, il y a un problème, par exemple, il y a certains avocats qui ne prennent pas ce temps-là de travailler avec la cliente, remplir les formulaires. Donc, ils laissent ce travail-là aux clients et ça cause beaucoup d'erreurs, beaucoup de frustration parce que c'est un domaine qui est complètement nouveau pour les clientes. Donc, je me dis, j'apprécie que le Centre francophone
prennent ce temps-là pour travailler avec la cliente, mais nous avons des clientes qui sont abandonnées. Et l'explication que les avocats donnent disent que le certificat d'aide juridique ne couvre pas ces heures-là de remplir certains formulaires avec des clients. Donc, ça cause problème. Alors, ça arrive. On voit des fois les personnes qui viennent chez nous avec les demandes d'asile qui étaient rejetées, qui n'étaient pas bien préparées. C'est sûr que certains avocats disent que le certificat ne couvre pas du temps. Ça ne couvre pas beaucoup de temps, le certificat d'aide juridique, pour vous dire la vérité. Alors, pour faire une demande d'un appel, si ça arrive, c'est très difficile de montrer que l'avocat était incompétent. Alors, pour montrer l'incompétence, il y a un test juridique assez élevé. Alors, ça ne protège pas les personnes. Et souvent, à la commission ou à la section, à la Cour fédérale, il dit que c'est la responsabilité du demandeur de s'assurer que leur histoire est bien notée, que leur formulaire est bien complété. Et souvent, ils mettent la responsabilité sur le demandeur. C'est très, très difficile de montrer l'incompétence. Alors, c'est une bonne idée de parler à vos clients, puis leur suggérer de participer activement, dans une façon active dans leur demande d'asile, de poser des questions à leur avocat, de dire, OK, j'ai 7 détails, est-ce que c'est important de l'inclure ou non? Je veux vraiment qu'il faut qu'il dise toute l'histoire à l'avocat. Des fois, on a des gens qui arrivent chez nous, puis nous disent une histoire, puis ils ont oublié, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était important de nous donner un certain détail. Mais c'est un détail assez pertinent pour leur demande d'asile. Alors, c'est important d'encourager les clients de donner toutes les histoires. C'est bien possible de faire une plainte contre un avocat, si vous voulez, au barreau. C'est aussi possible de faire des arguments d'incompétence, mais c'est assez difficile de le faire. Alors souvent, c'est mieux de faire votre travail au début du demande d'asile pour leur encourager de participer d'une façon active, parce que souvent, si ça arrive à la fin et qu'ils étaient rejetés, à ce moment, c'est un peu plus trop tard de faire ces genres d'arguments pour essayer de récupérer leur demande. Ouais. Puis, pour amener des précisions aussi, il faut le dire que les avocats de la pratique privée n'ont pas tort sur le point quand ils disent que le certificat n'est pas suffisant, parce que nous, par exemple, au Centre francophone, quand on aide des clients à remplir des formulaires, c'est à peu près peut-être 3 fois le temps que l'aide juridique donne pour les avocats, avec les certificats pour les avocats de la pratique privée. Donc, je peux comprendre un peu leurs préoccupations. Et il faut dire aussi que c'est un aspect sur lequel les avocats de la pratique privée essayent de se battre un peu en ce moment pour avoir un peu plus de financement pour les certificats. Mais malheureusement, comme il y a, dans tous les aspects au niveau de l'immigration, il y a eu des coupures, la coupure aussi s'est fait sentir au niveau des avocats, des certificats de l'aide juridique. Mais néanmoins, c'est sûr que des fois, il y a des avocats qui sont un peu négligents. Mais comme Azadeh l'a dit, c'est un peu difficile après de revenir là-dessus, malheureusement. Donc, peut-être essayer de référer vos clients à des avocats en qui vous avez confiance. Okay, moi, j'aurais une question. Comme tous les intervenantes ne sont pas qualifiées et qu'elles n'ont pas, comment dire, ce background en remplir tous ces documents et les intervenantes elles-mêmes peuvent faire des erreurs. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, je ne sais pas si le Centre francophone, nous, en ce qui concerne la maison d'hébergement de femmes francophones, s'ils peuvent nous donner certaines formations pour que certaines intervenantes puissent adéquatement remplir ces formulaires. Notre suggestion, c'est d'essayer de trouver un avocat pour le client. Ça, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'avoir un avocat qui va compléter les formulaires parce qu'il connaît la loi. Mais c'est sûr, si vous avez besoin d'informations, on peut peut-être parler à notre directrice puis organiser quelque chose. J'allais dire la même chose. Définitivement, au niveau d'une demande d'asile, pour la préparation d'une demande d'asile, c'est un avocat qu'il faut, définitivement. Même pour les formulaires, il faut que l'avocat, même si ce n'est pas lui qui les remplit, qu'il les revise en détail avant de les déposer. Maintenant, pour les autres types de demandes, ça arrive que ce soit des intervenants ou d'autres personnes qui les font. Ils ne sont pas nécessairement des juristes.
mais c'est toujours mieux d'avoir l'aide d'un avocat ou le soutien d'un avocat. Dans nos bureaux, on essaie de travailler avec l'équipe d'établissement pour les aider des fois pour remplir certains formulaires, mais c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir recours à un avocat. Mais il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, puis c'est possible aussi de se renseigner si on peut avoir des formations pour les intervenants, etc. Moi, ma question, en fait, j'en ai deux questions. La première, si j'ai bien compris, il y a différents changements qui ont été faits au niveau de l'accessibilité aux soins de santé. Puis ça me ramène à savoir, est-ce qu'il y a des changements au niveau de l'accessibilité, au niveau de l'aide juridique pour ces femmes-là? Est-ce qu'elles y ont droit ou non, jusqu'à quel point? Et pour, en fait, continuer sur une question qui a déjà été posée, si justement un avocat, on voit qu'il est, je dirais pas incompétent, mais qu'il n'a pas fait ce qui devrait être fait, est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a possibilité pour cette femme-là de changer d'avocat, justement? Pour répondre à la dernière question, bien sûr, c'est possible de changer votre avocat à n'importe quel moment dans votre demande d'asile, mais à ce moment, ça devient de plus en plus difficile quand vous changez avocat à moitié de procédure ou à la fin, OK? Parce que c'est sûr qu'un avocat qui a travaillé sur le dossier connaît le dossier mieux. Mais si vous voyez que vraiment il y a un problème, c'est une bonne idée de changer d'avocat. Il n'y a pas de problème en changeant l'avocat. Même après l'audience, s'il n'y a pas une décision encore, puis vous voyez qu'il y avait un problème, c'est une bonne idée d'en consulter un autre avocat parce qu'avant qu'il y ait une décision, il y a des choses que vous pouvez faire pour aviser la commission des problèmes, pour essayer d'avoir une autre audience, de rouvrir la demande ou de faire quelque chose avant qu'il y ait une décision. Parce qu'après qu'il y ait une décision, c'est beaucoup plus difficile à faire des recours comme ça. Au niveau de l'aide juridique, il n'y a pas de changement pour qualifier pour un certificat du tout. C'est les mêmes je pense que pour qualifier, c'est les mêmes exigences financières et ils vont évaluer les mérites de votre demande pour voir si vous qualifiez pour un certificat. Donc, c'est pas automatique. C'est pas parce que vous n'avez pas d'argent et que vous voulez faire une demande d'asile qu'ils vous en donnent un. Ils vont évaluer les mérites, ils vont regarder votre histoire et voir si... Parce qu'en même temps, ils ne peuvent pas se permettre de donner des certificats juridiques si la demande est un peu frivole ou si elle n'a aucune chance. Parce que malheureusement, les fonds sont limités. Ma question, en fait, c'est par rapport à cette loi donc, qui a réduit carrément, qui a limité les délais de demande, mais aussi les délais d'appel par rapport aux décisions quand il y a une décision de refus de demande d'asile. Prenons un cas, par exemple, s'il y a une femme qui a subi de la violence et qui vient tout simplement d'un pays non désigné et qui a subi un viol collectif, tout en plus qu'en ce moment, on sait que le viol est devenu une arme de guerre. Et si j'ai bien compris au début, par rapport au délai, les pays non désignés, donc est-ce que quand le dossier est refusé, il y a une ordonnance ou un jugement qui ordonne carrément le renvoi immédiat d'une femme qui subit la violence ou qui a été qui a subi de la violence sous toutes ses formes. Dans ce cas, quand elle fait un appel, est-ce que le tribunal prend en considération justement sa situation ou pas? Parce que moi, je me pose la question, si elle est renvoyée et en même temps, il y a un appel, et cet appel va prendre, je crois que vous avez dit, un délai de... Ça va prendre plus de 6 mois, si j'ai bien saisi. Oui. Et si à ce moment-là, il y aura une bonne décision par rapport à sa demande d'asile et que la femme a été renvoyée immédiatement tout en sachant sa situation qui n'est pas vraiment en sécurité. Est-ce que le tribunal, à ce moment, va prendre en considération tous les éléments du dossier ou ce n'est pas le cas? Ça dépend au niveau de la procédure pour le demandeur. Par exemple, s'il y a une demande d'asile qui a été faite, puis leur demande d'asile a été rejetée, après ça, un demandeur qui vient d'un pays non désigné, ils ont accès à une nouvelle section d'appel d'immigration qui se trouve à la commission de réfugiés, qui se trouve à la commission d'immigration et du statut de réfugié. Puis, pour introduire l'appel, ils ont 15 jours d'aviser la commission. Durant ce temps, l'immigration ne va pas essayer de leur envoyer. Quand il introduit l'avis de l'appel, après 15 jours, il reçoit leur décision. 15 jours après qu'il le reçoit, il doit aviser la commission qui veut faire un appel à la section d'appel. Quand il leur avise, ils ont 15 jours après ça
pour déposer un mémoire juridique qui parle des problèmes. Durant tout ce temps, il n'y aura pas un renvoi, sauf si vous êtes compté dans les exceptions à la loi. Okay? Alors, la loi prévoit que, puis ça nous rend dans la prochaine étape, si vous provenez d'un pays désigné, il n'y a aucun sursis de renvoi, même si vous avez introduit un appel, puis cet appel doit être introduit à la Cour fédérale et non pas la section d'appel pour les réfugiés. Si votre demande d'asile est trouvée manifestement infondée, ça veut dire qu'il n'y a pas un minimum de fondement, puis il trouve qu'il n'y a aucune base pour votre demande, vous n'avez pas accès à la section d'appel pour les réfugiés, puis il n'y a pas un sursis de renvoi. Si vous êtes une personne qui est visée par l'entente qu'on a avec les États-Unis, avec les tiers pays sûrs, puis vous avez croisé à la frontière territoire, vous n'avez pas accès à un sursis et vous n'avez pas accès à la section d'appel pour les réfugiés. Et si vous êtes désigné comme une arrivée irrégulière, eux aussi, ils n'ont aucun sursis. Toutes les autres personnes, ils ont accès à la section d'appel des réfugiés, puis ils ont sursis. Mais si, par exemple, l'appel est rejeté, à ce moment, il doit attendre 1 an pour faire un examen de risque avant renvoi. Alors, durant tout ce temps, c'est possible que l'immigration va essayer de renvoyer la personne. Okay? Puis, ils n'ont aucun recours qu'ils peuvent faire. Il y a certaines petites choses, c'est très compliqué. Okay? C'est possible peut-être de faire une demande humanitaire si vous êtes compté dans une des exceptions. Parce que vous ne pouvez pas faire une demande humanitaire pour 1 an après le rejet de votre demande d'asile. Okay? Sauf si les meilleurs intérêts de vos enfants c'est impliqué ou vous avez une condition médicale qui va affecter votre renvoi et votre situation de santé. Okay? Si vous êtes dans une de ces exceptions, vous pouvez introduire une demande humanitaire immédiatement après votre rejet de votre demande d'asile. Puis c'est possible peut-être d'utiliser ça pour essayer d'arrêter le renvoi, mais ça ne donne pas un sursis de renvoi automatique. Il faut aller à la Cour fédérale pour demander un sursis. Alors, c'est sûr que ces lois ont été introduites pour essayer d'accélérer les renvois des gens parce qu'ils ont moins recours pour essayer d'arrêter le renvoi. Mais durant le temps, s'ils ont accès à un examen de risque avant renvoi, le renvoi s'est arrêté automatiquement. Ouais. Quand vous parlez de récits très détaillés et que vous dites que quand vous le faites au centre, c'est 2 à 3 fois le temps alloué par le certificat d'aide juridique. En tant qu'intervenante, qu'est-ce qu'on recherche dans ce récit-là? Est-ce qu'il serait possible d'avoir bref, là, on a besoin des dates, on a besoin de quel genre de situation? Est-ce que ça doit être chronologique? Est-ce que ça doit... Qu'est-ce qu'on recherche dans ce récit-là pour pouvoir aider? Parce que nous, on peut faire un bout de chemin avec la femme parce que nous autres, on n'est pas payés avec le certificat juridique. Alors, dans le récit, ce qu'on va essayer de... En fait, le récit, c'est l'histoire du demandeur d'asile. Donc, c'est l'histoire par rapport à la base de sa demande d'asile. Pourquoi il demande l'asile au Canada? Donc, il va expliquer d'abord qui elle est dans le cas d'une femme. Elle va expliquer d'où elle vient, de quel pays elle demande l'asile, et elle va expliquer qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ces problèmes ont commencé, et quel événement ou quels sont les événements à la base de sa demande d'asile, et aussi la manière dont elle a fui son pays et quand est-ce qu'elle est arrivée au Canada. Donc, quand on dit qu'on prend 2-3 fois le temps, ça dépend. Ça dépend de l'histoire. Il y a des personnes que leur histoire, c'est 3-4 pages. Tout s'est passé très rapidement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que la demande d'asile n'aura pas de mérite, mais c'est juste que son histoire est très brève. Il y en a d'autres qui ont vécu beaucoup d'événements, que ça a été très long, et donc il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, etc. Par rapport, par exemple, aux femmes qui ont été victimes de violences, qui ont été victimes de viols, on va, par exemple,
parler des événements qui se sont passés, c'est-à-dire qu'on va parler de quand est-ce qu'elle a été victime de viol. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est sûr que, surtout pour une personne qui est vraiment traumatisée par les événements qui sont passés, ce qui doit être le cas de la plupart de ces femmes dans ces situations, mais c'est quand même important d'être capable de relater certains faits par rapport à ce qui s'est passé, même si c'est des cas de viol, pour que le commissaire qui va prendre la décision puisse avoir une idée de ce qui s'est passé. Il faut dire aussi qu'il y a certaines directives. Au moment de l'audience, normalement, le commissaire ne doit pas poser de questions en détail par rapport à ce qui s'est passé, parce que, surtout quand la personne est reconnue comme une personne vulnérable, on ne voudra pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Est-ce qu'on rentre dans les sentiments et les émotions que la femme qu'elle a eu peur, qu'elle s'est sentie... Est-ce qu'on rentre dans ça, dans ce récit-là? Souvent, oui. On met les détails par rapport à leurs sentiments. Aussi, on fait souvent un rapport, on a un rapport d'un psychiatre aussi qui part après qu'on dépose ça 10 jours avant l'audience. Alors, c'est pas beaucoup de temps pour envoyer la cliente chez un psychiatre, mais on essaie de le faire avant les 10 jours de l'audience. Aussi, je dirais aussi, c'est important d'expliquer les choses qui vont miner la demande d'asile dans le récit. Par exemple, souvent, les commissaires vont regarder le délai de quitter le pays comme quelque chose de négatif. Ils vont dire, mais pourquoi tu as pris 6 mois pour quitter le pays? Ça ne fait pas de sens. Quelqu'un qui a vraiment peur, pourquoi ils vont prendre 6 mois à quitter le pays? Alors, il faut expliquer les choses comme ça, les délais de quitter. S'ils ont quitté le pays puis retourné au pays, ça aussi va miner leur crédibilité. C'est important d'expliquer tout ça. Les choses qui sont les faiblesses dans la demande d'asile, c'est important de leur expliquer dans le récit pour que quand ils rentrent dans l'audience, c'est déjà expliqué pour le commissaire puis il peut poser certaines questions pointées par rapport à ces genres de choses. Puis, juste pour préciser, quand on dit que c'est important de leur souligner qu'est-ce qui va être un désavantage pour leur demande d'asile, ça veut pas dire qu'on va leur dire de cacher cette information. Ça veut dire qu'on va leur demander d'expliquer pourquoi. Donc, s'ils ont pris un certain délai avant de quitter, expliquer qu'ils étaient cachés durant cette période et qu'ils avaient besoin des moyens pour pouvoir quitter le pays. Donc, c'est des éléments que c'est important de souligner et d'expliquer à travers le récit. C'est pourquoi le récit est si important que cela. Et les commissaires ont tendance à dire, oui, mais si c'est important, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans votre récit? Oui, mais si c'est votre raison, pourquoi vous ne l'avez pas expliqué dans votre récit? C'est pour ça qu'on essaie de rentrer quand même dans beaucoup de détails, donner assez d'informations dans le récit pour pas que ça soit utilisé contre le demandeur d'asile au moment de son audience. L'autre chose, souvent, on a les demandeurs d'asile qui nous demandent, mais je pense qu'ils vont voir ça comme quelque chose de négatif. Est-ce qu'on peut juste éviter de mentionner ça? Ça ne va pas aider parce que souvent, l'immigration, ils font leur propre enquête aussi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait une demande d'asile quelque part d'autre dans un autre pays avant de venir au Canada, puis décide d'éviter de mentionner ça, l'immigration, maintenant, ils sont en train de consistamment vérifier les empreintes digitales. Puis les envoient, puis on reçoit l'information après qu'on a déposé le récit que la personne a fait une demande de visa quelque part d'autre ou une demande d'asile quelque part d'autre, puis ce n'était pas divulgué dans le récit. Ça cause beaucoup de problèmes à l'audience. C'est très important de noter à tout le monde, de dire tout à leur avocat pour qu'il puisse décider qu'est-ce qui est important à inclure dans le récit pour la demande d'asile. Ces nouvelles réglementations-là, est-ce qu'elles s'appliquent de la même façon dans toutes les provinces canadiennes? Oui, c'est fédéral. De la même façon? Ouais, Oui, OK. c'est fédéral. Oui, merci. Moi, je voudrais souligner un besoin ici au niveau de la formation des intervenantes. Je voudrais lancer, c'est pas au niveau de l'action ontarienne, si on pourrait avoir une formation, par exemple, comment préparer peut-être la cliente à l'audience et expliquer comment remplir les formulaires, comment l'aider. Étant donné que les avocats disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire un certain nombre de travail avec les clients, cela pourra nous aider à les aider aussi. Et je pense qu'il y a même une formation au niveau de
de l'Université de l'Ottawa, ils ont développé. Si on pourrait avoir accès à ça, les intervenantes qui travaillent avec des femmes qui sont victimes, qui ont des problèmes au niveau de l'immigration. Et aussi, je voudrais souligner quelque chose. J'ai déjà assisté à 2 audiences où une décision négative a été prise sur place. Une femme qui a vécu de la violence où on n'a pas accepté sa demande. Je me demande, est-ce que pour une femme qui a suivi toute l'audience, 4 heures peut-être, 2 heures ou 5 heures de torture, des questions qu'on lui pose, et à la fin, la décision est négative. C'est vraiment, c'est pas comment on peut ressentir. Moi, je pleure avec la cliente à la salle d'audience. Donc, je ne sais pas si les commissaires sont conscients de cela, surtout pour une femme qui a vécu de la violence, de prendre une décision après cette torture-là, des questions qu'on pose. C'est très difficile de vivre ça. Et je me demande, est-ce que l'immigration, c'est possible qu'il permette de prendre une décision sur place, mais je trouve que quand c'est une décision négative, c'est vraiment très, très dur pour une femme qui a vécu. C'est traumatisant. Oui, je comprends. Normalement, je pense que les commissaires essaient de ne pas donner les décisions sur place, mais bien sûr, il y a certains commissaires qui sont plus stricts, qui sont un peu plus difficiles, puis ils donnent des décisions sur place. Une chose qu'on fait à Toronto en particulier, juste pour être sûr que la cliente va être confortable, c'est pour demander pour un commissaire femme. Puis on utilise un rapport psychiatrique pour demander pour un commissaire femme, juste pour leur mettre à l'aise à l'audience. L'autre chose on fait, c'est on essaie de désigner la cliente comme une personne vulnérable. Puis ceci porte certaines directives qui sont données à les commissaires de comment réagir, leur comportement durant l'audience, puis aussi de changer l'ordre procédural. Il y a différentes choses que vous pouvez faire à l'audience pour faciliter les affaires pour votre cliente. Je comprends d'avoir une décision négative à l'audience, c'est très traumatisant. Ça m'est arrivé, ça m'est jamais arrivé pour moi, mais ça arrive des fois. Puis, c'est très, très difficile à ce moment d'essayer d'encourager la cliente, de leur dire il y a d'autres recours. À ce moment, des fois, même s'il vient avec une décision négative après l'audience, qu'on l'a après l'audience, souvent je leur envoie chez un thérapeute ou un conseillère avant de leur donner des conseils juridiques. Je leur note les délais, mais j'essaie de s'occuper de la personne avant parce qu'il doit être dans la bonne mentalité de décider qu'est-ce qu'il veut faire, parce que c'est vraiment un choix après une décision négative si vous voulez faire l'appel ou non. Des fois, il y a des gens qui décident de ne pas faire l'appel, puis ça dépend des circonstances du dossier. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une décision négative sur place. C'était pas une femme, mais c'est quand même assez difficile pour la personne. Néanmoins, est-ce que le fait de le recevoir beaucoup plus tard va changer grand-chose, surtout quand elle commence à bien s'accommoder au Canada, etc., et puis tout d'un coup, on lui dit que sa demande est refusée, mais c'est sûr que dans les femmes qui sont, comme vous l'avez dit, plusieurs heures de questions, etc., et à la fin, une décision négative, c'est très, très difficile. Mais il faut dire aussi qu'apparemment, les commissaires avaient reçu la directive d'essayer de donner les réponses aux demandes le plus rapidement possible. Donc, on leur a dit, si vous pouvez le donner sur place, donnez-le sur place. Pendant une période, ils le faisaient très souvent, surtout quand il y a eu les nouveaux commissaires. Maintenant, ils ont recommencé un peu à donner de plus en plus souvent les décisions différées, mais c'est pas garanti. Et puis, le fait que c'est donné en différé ne veut pas dire que ça va être positif ou négatif. Ça dépend vraiment du commissaire sur qui on tombe. Alors, comme on a expliqué, on a déjà parlé de la section d'appel. Alors, c'est important de noter les délais ici pour les demandeurs d'asile qui ont 15 jours à aviser la commission. Dans le passé, les appels allaient seulement à la Cour fédérale. Alors, on avait un peu plus de temps. Il faut aviser la Cour fédérale 15 jours après le rejet de votre demande d'asile que vous voulez faire un appel à la décision.
le temps, ça commence à s'écouler le moment que vous recevez la décision. Alors, le moment que vous recevez la décision, il faut commencer à compter les 15 jours. Dans le passé, quand on a déposé l'appel à la Cour fédérale, on avait 15 jours pour déposer l'avis, puis après 30 jours pour déposer le mémoire juridique puis le record qu'on utilise pour l'appel. Puis pour préparer un appel, c'est assez compliqué puis assez difficile. Il faut demander l'enregistrement de l'audience. Il faut regarder tous les documents qui étaient déposés pour l'audience, faire la recherche juridique. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, avec le nouveau système, si vous passez par la section d'appel d'immigration, vous avez 15 jours pour déposer l'avis, puis seulement 15 jours après ça pour déposer le mémoire. Alors, c'est très important, le moment que vous décidez de faire l'appel, de demander l'enregistrement de l'audience parce que l'avocat a besoin d'écouter l'audience puis décider s'ils vont faire un transcrit. Ça prend beaucoup de temps aussi. Alors, les délais sont un peu plus raccourcis pour les personnes qui ont accès à la section d'appel. Les personnes qui étaient dans l'ancien système, eux, ils continuent de faire leur appel à la Cour fédérale. Okay? Alors, si les personnes ont arrivé avant le 15 décembre 2012, puis ils ont fait leur demande d'asile, à ce moment, s'ils ont leur audience, puis c'est négatif, eux, ils ont accès à la Cour fédérale et non pas à la section d'appel. Okay? Alors, je vais parler un peu par rapport aux demandes humanitaires. Je sais, comme des intervenantes, vous faisiez souvent des demandes humanitaires. Les lois par rapport à ça ont changé aussi. Aminata va s'en parler un peu plus en détail, mais je voulais noter que pour les demandes humanitaires, vous ne pouvez pas le faire durant le temps que vous êtes en train de faire une demande d'asile. C'est interdit. Alors, avant que ce changement ait entré en vigueur en juin, on a essayé d'introduire les demandes humanitaires avant que le changement vienne. Mais maintenant, si un demandeur d'asile arrive puis veut faire une demande humanitaire en même temps, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Puis il faut attendre 1 an après le rejet de votre demande d'asile pour faire une demande humanitaire, sauf si vous rentrez dans une des exceptions que j'ai notées. Ça veut dire que vous avez des enfants ou une condition médicale. Et quand je dis vous avez des enfants, ça veut dire les meilleurs intérêts des enfants doivent être impliqués. Souvent, ça se veut dire si les enfants sont ici. C'est un peu difficile de faire un argument que les meilleurs intérêts des enfants sont impliqués s'ils sont à l'étranger. OK. Alors, les personnes qui viennent des pays désignés, puis aussi les demandeurs d'asile, s'ils ont rejeté, aussi leurs bénéfices vont être coupés. Alors, ça veut dire que votre assurance médicale va être coupée. Vous n'allez pas avoir la couverture assez élargie. Alors, ça va devenir beaucoup plus difficile pour vous à accéder à des médecins. Puis, pour avoir un permis de travail, ça va devenir beaucoup plus difficile aussi. Okay. Il faut payer le 150 aussi pour avoir le 150 $ pour faire une demande de permis de travail. Normalement, quand le rejet est là, puis vous ne faites pas un appel, tous vos documents sont pas valides. Okay? Alors, votre permis de travail, votre assurance médicale, ça va être coupé le moment que votre demande est rejetée et vous n'introduisez pas un appel. Si vous décidez d'introduire un appel, à ce moment, vos documents sont encore valides. Okay. Alors, le ministre a aussi introduit une autre catégorie de personnes, c'est des arrivées irrégulières. Alors, ça veut dire les personnes qui arrivent en groupe, mais les groupes peut être 2 personnes, OK, qui dit que vous êtes une arrivée irrégulière. Puis ça a des conséquences pour votre demande d'asile et votre situation d'immigration. Alors, ils ont introduit ça pour éviter les bateaux de personnes qui arrivent, par exemple, les bateaux de personnes qui sont arrivées de Sri Lanka. Alors, ces personnes, ils vont avoir des problèmes parce qu'ils vont être en détention pour 1 an. Durant le temps que leur demande d'asile est traitée, ils vont avoir accès à une révision de leur détention seulement 14 jours après leur détention. Normalement, les personnes qui sont mises en détention après qu'ils font une demande d'asile pour des différentes raisons, ça peut être à cause du fait que leur identité n'est pas établie encore, ils ont accès à une révision des motifs de détention 24 heures, 48 heures après.
OK? Mais les personnes qui sont désignées comme des arrivées irrégulières, c'est 14 jours après. OK? Quand vous dites arrivée irrégulière, pour un groupe, est-ce que ça peut être une famille, c'est-à-dire un père, une mère et les enfants? C'est possible. La définition, c'est très, très vague. Ça dit un groupe de 2 personnes ou plus. Et c'est depuis le 15 décembre? Oui. Donc, ça peut être une famille aussi? Oui. C'est possible. J'ai jamais vu que l'immigration a fait ça, mais c'est toujours possible, oui. Comme Azadeh l'a dit, c'est surtout pour viser les gens qui arrivent un peu clandestinement par bateau et autres. C'est surtout pour ces personnes-là que la disposition existe. C'est pas pour au niveau de la frontière, ce serait par bateau ou par quelque chose de ce genre? Ou est-ce que c'est au niveau de la frontière aussi? C'est partout. C'est au niveau de la frontière aussi. Ils ont l'air réduits en exprès pour éviter le problème des bateaux, mais aussi, ça peut être des personnes qui sont arrivées à la frontière aussi. Mais maintenant, c'est presque 1 an. Ça va être 1 an dans quelques jours. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez vu des cas de ce genre, que des parents avec leurs enfants sont considérés comme un groupe? J'ai jamais vu ça, non. Mais j'ai vu des personnes désignées comme arrivées irrégulières qui sont arrivées à la frontière. Ça arrive. Mais pas quelqu'un qui était désigné comme arrivant irrégulière s'ils sont une famille. Ouais. Okay. Alors, les arrivées irrégulières aussi, durant ce temps qu'ils sont en détention, c'est sûr que les personnes qui sont moins de 16 ans, les parents doivent décider s'ils veulent leur garder en détention avec eux ou s'ils veulent leur donner à la société de l'aide de l'enfance pour qu'ils puissent être en liberté avec une famille. Okay? Alors, c'est sûr que c'est une décision assez difficile. OK. OK. Alors, si la personne est désignée comme une arrivée irrégulière, cette personne, même s'ils sont acceptés, il y a des difficultés pour eux au niveau de la régularisation de leur statut d'immigration. Alors, pour eux, pour une période de 5 ans, ils ne peuvent pas faire une demande pour leur famille de leur joindre. Normalement, les demandeurs d'asile, ils font une demande de regroupement familial aussitôt qu'ils sont acceptés. Il n'y a aucune date limite pour ça, ils peuvent le faire n'importe quand. Mais pour les arrivées irrégulières, eux, ils doivent attendre 5 ans avant de demander que leur famille leur joigne. Ils doivent présenter régulièrement à les autorités, avec leurs documents, à les autorités d'immigration. Puis, ils vont avoir une restriction stricte de voyager en dehors du Canada. Okay? Alors, j'ai déjà expliqué l'entente de tiers pays sûrs un peu, mais comme vous pouvez voir, c'est un pays qui est désigné par le ministre. Il ne consulte pas des organisations des droits humains. C'est à leur discrétion au complet. Je pense qu'il y a une question avant que je continue. Oui, juste une question. S'ils sont 5 ans, est-ce qu'ils ont un droit de travail? Oui. Ouais. Au moins. C'est juste au niveau de l'immigration, s'ils veulent apporter leur famille, ils sont limités. OK. Et l'entente à tiers pays sûr, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent de États-Unis. Ils ont transité par les États-Unis. Souvent, ces personnes n'ont pas le droit de venir ici au Canada pour faire la demande d'asile. Ils doivent le faire à les États-Unis. Okay? Ils ne peuvent pas le faire ici. Sauf si vous rentrez dans une des exceptions à la loi. Les exceptions sont si vous avez la famille ici. Alors, souvent, quand les personnes font la demande d'asile à la porte d'entrée, ils doivent apporter les preuves qu'ils ont liens familiaux ici au Canada pour montrer qu'ils rentrent dans l'exception. Une autre exception, si vous rentrez en clandestinité, vous ne passez pas par une frontière. Une autre exception serait si vous arrivez par un avion. OK? Alors, il y a sûrement, c'est une loi assez compliquée, mais en général, ça, c'est les exceptions pour les pays tiers, pays sûrs. Sinon, si vous ne rentrez pas dans ces exceptions, il faut faire la demande d'asile aux États-Unis. Ils ne vont pas vous laisser, vous n'êtes pas admissible à venir au Canada pour faire la demande d'asile. Juste pour
Juste pour apporter une précision, il ne faut pas confondre les tiers pays sûrs et les pays désignés. Le seul tiers pays sûr avec lequel le Canada a une entente présentement, c'est les États-Unis. Donc, les règles par rapport aux tiers pays sûrs ne s'appliquent qu'aux États-Unis. Les pays d'origine désignés, ça, c'est autre chose. Oui, une question encore. Je pense qu'il y a une autre exception, peut-être. Je ne sais pas si elle est dans la loi, mais je pense qu'il y a une autre exception, peut-être, même si elle n'est pas dans la loi, comme vous ne l'avez pas mentionné, oui. Mais j'ai pu constater ça au niveau de la section des réfugiés. Si la personne a fait une demande d'asile aux États-Unis oui. Et que la demande d'asile n'a pas abouti, je pense qu'ils peuvent rentrer et faire la demande d'asile ici. Oui, en fait, c'est la première demande d'asile qui doit se faire dans le pays où vous arrivez, le premier pays où vous arrivez entre les États-Unis et le Canada. Maintenant, si vous êtes débouté aux États-Unis, puis vous trouvez un moyen de venir au Canada, dans ce cas-là, vous rentrez, vous pouvez venir faire une demande d'asile au Canada. C'est une loi assez compliquée aussi. Alors, souvent, quand les gens arrivent, on voit s'ils peuvent même faire la demande d'asile. Puis, il y a beaucoup d'exceptions. Puis, c'est une bonne idée de consulter un avocat avant que la personne décide de faire une demande d'asile. Parce que des fois, ils vont pas avoir l'accès. D'autres questions? OK. Avant qu'on commence avec la section de parrainage, je voulais juste parler des procédures de renvoi. Je sais que l'immigration a commencé d'accélérer les renvois des demandeurs d'asile déboutés. C'est sûr qu'ils sont devenus un peu plus stricts et difficiles avec les clients. Souvent, ils menacent les clients en leur disant qu'ils vont couper l'aide sociale s'ils ne prennent pas ce programme de quitter volontairement. Alors, l'immigration a introduit un programme pour les demandeurs d'asile déboutés de prendre l'option de quitter le pays volontairement. Ils vont payer pour le billet d'avion, puis ils vont leur donner un petit montant d'argent pour essayer de se réétablir dans leur pays d'origine. Souvent, ils essaient de pousser ça sur les demandeurs d'asile déboutés pour leur convaincre à quitter le pays. Okay. Il leur dit, regarde, on va vous aider à quitter, on va vous donner accès à tous ces programmes, ça va être plus facile pour vous à retourner dans votre pays. Ils ne sont pas obligés de prendre ce programme. Ils ne sont pas obligés. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, OK, ils vont couper mon aide sociale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire oui, je vais prendre ce programme. S'ils ont vraiment peur à retourner dans leur pays d'origine, c'est pas une bonne idée de signer le papier qui consentent qu'ils vont quitter volontairement. L'aide sociale ne peut pas être coupée juste au moment que vous avez un billet de renvoi. Alors, si vous n'avez pas un billet de renvoi, l'aide sociale ne peut pas être coupée. Je vois plus récemment que l'aide sociale est en train de couper un peu le soutien des personnes, même avant qu'ils ont un billet. Pour ça, souvent, on fait un appel à le tribunal d'aide sociale pour ces gens parce que selon la loi, ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, juste pour vous aviser, ça c'est un peu de ce qui est en train d'arriver au niveau à Toronto, au niveau régional, que les agents sont en train de menacer les gens qui vont couper leur aide sociale pour essayer de leur envoyer ou leur forcer à prendre ce programme qui vont quitter volontairement. Alors, comme vous pouvez voir, les changements ont beaucoup d'effets sur les demandeurs d'asile, en particulier pour les victimes de violences. Il y a des délais très serrés qu'il faut respecter. S'ils ne respectent pas ces délais, il va y avoir une audience de désistement. Puis souvent, les commissaires, là, ne sont pas très sympathiques. Il va y avoir des obstacles à chercher la représentation. Puis, il va y avoir des restrictions par après si vous avez une demande d'asile qui est rejetée. Alors, vous, comme intervenante, c'est important de leur aviser des délais, d'essayer de leur supporter, de trouver un avocat et essayer de chercher les documents de support pour leur demande d'asile. Parce que souvent, ils n'ont pas assez de temps pour le faire. Oui. C'est dommage qu'on est écœuré et qu'on ne peut pas faire grand-chose au niveau des lois fédérales. Mais je voulais savoir si vous avez eu des cas où des personnes ont été renvoyées et qu'elles ont perdu la vie.
parce qu'elles se sentaient tellement acculées de partir que, par manque d'informations ou bien je ne sais pas, elles sont retournées et après qu'on aurait appris que ces personnes ont perdu la vie. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Moi, personnellement, je n'ai pas eu des cas comme ça, mais ça arrive. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles où un citoyen de Liban a été renvoyé, puis il a été torturé, puis maintenant l'immigration accepte de lui retourner ici. Ça arrive. Souvent, il n'y a pas d'informations par terre dans les pays d'origine pour voir qu'est-ce qui arrive par après à les demandeurs d'asile. Il s'est passé un cas où un agent de l'immigration a demandé à la personne de quitter le pays alors qu'il y avait le moratoire. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà manque d'informations et il s'acharnait contre la personne. Et l'avocat qu'on a été chercher, je vous assure que j'ai demandé d'avoir une copie de sa lettre parce qu'ils ont fait une demande, un appel, et il a cité plusieurs cas des personnes qui ont été renvoyées, qui n'étaient même pas dans un pays où il y avait le moratoire, qui sont partis et qui ont perdu la vie. Et qu'il disait même que c'était une honte pour le Canada. Alors, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi acculer la personne. C'est comme une tentation, ben, on vous donne ça parce que ce qu'on donne, franchement, ça ne sert absolument à rien. Ça ne peut pas installer la personne. Et ça fait même si elle était seule. Et aussi payer le billet. Oui, vous pouvez me payer le billet pour retourner. Mais qu'en est-il de ma vie? Parce que quand moi, je viens demander l'asile, ce n'est pas une question juste parce que le Canada, c'est le meilleur pays au monde où l'argent coule des montagnes un peu partout. C'est parce que ma vie est en danger. Et quand on pousse ces personnes de partir et que ces personnes perdent la vie, le gouvernement n'en parle pas. Il y en a beaucoup de cas, mais on n'en parle pas. C'est sûr qu'on n'a pas assez d'informations à ce qui arrive à les demandeurs d'asile déboutés qui sont renvoyés. Mais je voulais souligner que c'est important à ce moment, à cette stade de leur procédure, de consulter un avocat parce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire. C'est sûr, s'ils sont d'un pays moratoire, ils ne peuvent pas être renvoyés, mais il y a des exceptions à ça. Par exemple, s'il y a la criminalité. C'est à ce moment que peut-être la personne peut être renvoyée. Alors, c'est important de parler à un avocat par rapport à tout ça parce qu'il y a des choses qu'il peut faire. Vos options sont très limitées. Ça devient beaucoup plus difficile d'arrêter leur renvoi à ce moment. Mais s'ils ont vraiment peur, puis il y a vraiment la persécution, ça vaut la peine de chercher un avocat puis essayer d'arrêter leur renvoi. Oui. Puis les pays sous moratoire, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Il y a, je pense, le Zimbabwe, l'Irak, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo et Haïti. C'est 5 pays pour lesquels il y a des moratoires. Il arrive que souvent il y ait un événement qui fait en sorte que le gouvernement met un moratoire qui n'est pas officiel, mais en ce moment, officiellement, c'est les 5 pays pour lesquels il y a des moratoires. Et on peut souvent se poser des questions, on ne va pas rentrer dans la politique, mais on peut souvent se poser des questions parce qu'il y a certains pays où les conditions de vie sont difficiles, tout aussi difficiles, sinon plus difficiles que ces pays, mais c'est sur ces 5 pays-là qu'il y a le moratoire en ce moment. Heureusement que le pays dont je parle, vous l'avez cité, et le monsieur, l'officier, en fait, ne s'était pas du tout informé parce qu'il n'y avait aucune personne qui a été déportée pour ces histoires de criminalité et tout. Ça n'entrait pas. Et franchement, l'avocat de la personne a dit que cet officier risquait d'avoir des problèmes parce qu'on ne fait pas des choses comme ça, s'acharner, alors qu'il y avait le moratoire. Il faut d'abord s'informer. Hein, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas de traces. Il y en a des traces, mais on n'en parle pas. Je voulais aussi souligner que souvent, si la personne a une application en cours quand ils sont renvoyés, par exemple, s'il y a un examen de risque avant renvoi en cours, puis pour une raison ou une autre, ils sont renvoyés, si la décision sur cet examen de risque avant renvoi est positive, c'est possible qu'il peut retourner au pays, puis les démarches peuvent être faites qu'il retourne au pays. Mais je vous dis que c'est très difficile d'avoir une décision positive sur un examen de risque avant renvoi ou une demande humanitaire une fois que la personne est renvoyée. Des fois, c'est rendu quasiment impossible pour certaines femmes de même trouver un avocat. On a un dossier l'année passée où elle a reçu sa lettre de renvoi 10 jours avant Noël, puis elle quittait le 26 décembre. Donc, essayer de trouver un avocat qui peut compléter tous les formulaires parce que souvent, ils sont en vacances. Puis, à la fin de la journée, c'était impossible de trouver quelqu'un. Puis, la solution a été le pays de renvoi
Il n'y avait pas de violence conjugale dans ce pays-là. C'était incroyable. Donc, il n'y avait pas d'hébergement de femmes. Donc, mais un pays à côté en avait. Puis un leader religieux a été contacté, puis il l'a rencontré à l'aéroport, puis l'a apporté dans l'autre pays pour rester à l'hébergement. Donc, il y avait une solution pas idéale, mais c'était impossible de faire un appel parce qu'il n'y avait personne de disponible pendant les fêtes pour l'aider. Souvent, je trouve que des fois, l'immigration essaie de renvoyer les personnes durant les fêtes parce qu'il sait que les avocats ne sont pas disponibles. Mais nous, à notre bureau, on a quelqu'un toujours là durant les fêtes. Je sais, le bureau droit de réfugiés aussi, ils ont quelqu'un disponible juste exactement pour ce type de problème. Alors, si vous voyez jamais qu'il y a quelqu'un durant les vacances qui a un problème par rapport au renvoi, c'est une bonne idée de nous contacter ou contacter le bureau droit de réfugiés ou les juridiques en général, parce que souvent, ils peuvent vous guider à qui contacter pour essayer d'arrêter le procédure de renvoi. Ça a tout été fait, sauf le centre francophone, parce que je travaille pour une agence bilingue, c'est une cliente anglophone. Ah, oui. Bien, c'est pas anglophone, mais elle ne parlait pas le français non plus. Ah, okay. Mais il n'y avait personne disponible. On a tout fait notre conseillère en appui transitoire a voyagé Toronto avec elle, d'une agence à l'autre. Le député fédéral, il est en contact avec tout le monde, puis il n'y a personne qui a pu l'aider. Ça arrive. Oui? J'ai une autre question. Comme vous avez dit, il faut par exemple travailler avec la cliente, chercher le plus de preuves possible. En tant qu'intervenante, nos possibilités sont limitées. C'est-à-dire que l'intervenante en question, par exemple, si moi je fais des recherches sur mon propre pays, je sais où je peux aller, je sais ce que je fais. Mais par exemple, si je dois faire une recherche sur le Cameroun ou le Congo, c'est autre chose. Donc, mais j'ai vu que la section des réfugiés utilisée pour chaque pays... Une cartable de documentation. C'est ça. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment avoir accès à ces cartables. C'est sur le site web, c'est disponible. Alors, c'est disponible en ligne, mais il faut dire aussi qu'au niveau du cartable de documentation, normalement, c'est le travail de l'avocat. Si la personne a un avocat, c'est l'avocat qui va fouiller dans le cartable de documentation et qui va aller chercher des ressources supplémentaires. Quand on dit d'aider les clients à se procurer des documents, c'est souvent les documents d'identité. Et puis l'avocat, bon, c'est pas tous les avocats qui le font, mais nous, la pratique qu'on a, c'est de donner une liste de preuves au client. Donc, on lui dit, voici la liste de preuves. En discutant avec lui par rapport à son récit, on dit à la personne, voici la liste de preuves que vous devez essayer de vous procurer. Et le plus vous en procurez, le mieux c'est. Donc, tous les documents d'identité. Est-ce qu'il y a eu des rapports de police? Est-ce qu'il y a eu des avis de recherche? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent vous écrire des lettres pour attester ce que vous avez dit dans votre récit? Donc, évidemment, bon, c'est peut-être pas votre rôle aussi à vous d'aller appeler la famille pour demander des lettres, mais c'est sûr que si vous poussez la personne pour qu'elle soit consciente que ces éléments-là vont être importants pour sa demande d'asile et l'encourager à faire les démarches parce que ça arrive souvent qu'on ait des clients qui nous disent 3 semaines ou 2 semaines avant l'audience, « Ah non, j'ai rien pu avoir encore. J'essaie de contacter des gens, mais j'arrive pas. » Parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils vont arriver devant l'audience, devant le commissaire et qu'ils vont raconter leur histoire, que le commissaire va les prendre pour le mot, qu'ils ne font pas les démarches. Mais les preuves sont tout aussi importantes que le témoignage. C'est sûr. Essayer aussi d'avoir accès à des psychiatres, des thérapeutes. Ça peut aider aussi parce que souvent, on soumet leur rapport pour l'audience. L'autre chose qu'on fait pour les preuves personnelles, une fois qu'ils ont rassemblé tout ça, on essaie d'évaluer les preuves parce que c'est sûr, à l'audience, ils vont regarder les preuves pour voir s'ils croient qu'ils sont authentiques. Par exemple, les documents qui viennent du Congo, ils sont sur un papier qui est un peu plus long que celui-ci qu'on utilise ici. Les commissaires le regardent puis le comparent. S'ils ne sont pas sur le propre taille de papier, c'est possible qu'ils vont croire que ce n'est pas un vrai document. Alors, c'est important à rassembler tous les documents, puis qu'on va évaluer ça, si c'est important à déposer ça pour leur demande d'asile. Puis en plus, il faut garder tous les enveloppes dans lesquelles les documents arrivent, parce que le commissaire veut voir comment c'est arrivé ici. Oui? Est-ce que c'est possible de nommer les 5 pays où est-ce qu'il y a un moratoire? J'en ai oublié 2, mais en même temps, le moratoire, est-ce que ça veut dire que la nouvelle réglementation n'est pas applicable dans ces pays-là?
Quand on parle de moratoire, là? Quand on parle de moratoire, ça veut dire que même si la personne est sans statut au Canada, le Canada ne va pas entamer des démarches pour renvoyer cette personne-là dans son pays. C'est parce que la situation dans le pays, au niveau des droits humains, est tellement grave que le Canada considère que même s'ils ne sont pas acceptés comme demandeurs d'asile, par exemple, même si leur demande d'asile est déboutée, on ne va pas les renvoyer dans ce pays-là. Et ça, c'est jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'à tout moment, le moratoire peut être levé. Il y avait un moratoire sur le Burundi et le Rwanda durant une période qui a été levé. Mais en ce moment, c'est les 5 pays, Irak, Afghanistan, Zimbabwe, République démocratique du Congo et Haïti. Je pense qu'à un certain moment, Syrie aussi, il y avait une suspension temporaire sur les renforts pour Syrie aussi. Donc, les personnes peuvent rester ici au Canada et ne sont pas déportés dans leur pays, dans ces 5 pays-là. OK, merci. Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers la demande humanitaire dont on va parler un peu plus tard. Mais c'est sûr qu'il y a des exceptions à ça aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir la double demande humanitaire et réfugié, donc... Non, pas aujourd'hui. OK. C'était possible dans le Donc, ça passe à une demande humanitaire à ce moment-là. Oui, OK, et on va d'accord. en parler plus tard, un peu plus dans les détails. Merci.